Donc la caravane du web, c'est quoi? Donc c'est 3 sociétés aujourd'hui qui ont monté un petit événement pour aller à Paris, mais aussi en province. Donc on fait Clermont, Paris, Lyon, Marseille, Rennes, Strasbourg et Lille. Ça se passe donc 8 villes en 8 mois. Donc on va un peu découvrir la France pour ceux qui ne la connaissent pas entièrement. Donc Stéphanie, qui est à ma droite, va attaquer sur la partie e-commerce, donc les clés du succès d'un bon site e-commerce via la plateforme Telia qu'elle représente. Je vais enchaîner sur la partie visibilité et référencement de ce site e-commerce, donc les bonnes pratiques également et les mauvaises pratiques. Et puis Guillaume va finir en beauté sur la partie gestion du flux, donc tout ce qui est comparateur de prix et l'export de votre catalogue sur les marketplaces. Donc voilà. Donc vous pouvez à tout moment poser des questions et intervenir. À la fin de chaque présentation, bien sûr, on laissera la place aux questions. Et puis aussi, surtout, à la fin des 3 présentations, on aura aussi un petit cocktail auquel on pourra échanger tous ensemble. Et puis on sera à votre dispo à partir de là. Petite précision, toutes les présentations qui vont suivre, les 3, vous seront bien évidemment envoyées par mail très vite. Donc ne vous embêtez pas parce que les présentations sont assez riches en termes de chiffres, d'informations et autres. En termes de lisibilité, selon la place que vous avez dans la salle, ça peut être un peu délicat. Donc surtout ne vous embêtez pas en prise de notes. Tout sera bien évidemment envoyé par mail par l'un de nous 3, je pense, d'ici la fin de la semaine. Voilà. Stéphanie, à toi de jouer. À moi l'honneur. Bien, on va commencer par la partie création de boutique e-commerce. Voilà. Je vais me présenter, je suis Stéphanie Pinet, de la société Open Studio. Je suis responsable marketing pour Open Studio. Donc, je vais faire très bref pour cette partie présentation. Open Studio, c'est l'éditeur de la solution e-commerce Telia que je représente ici. Vous avez les documents et certains connaissent et utilisent même déjà. Donc Telia, c'est une solution qui permet de créer et de gérer des boutiques en ligne, qui est publiée sous licence libre. Je reviendrai sur ce point tout à l'heure parce que l'aspect licence libre, solution hébergée, solution propriétaire n'est pas forcément clair pour tout le monde. Donc je vais bien détailler cette partie-là. Telia existe depuis 2005, a été créée par la société Octolis, qui a fusionné avec Open Studio il y a à peu près 1 an et demi maintenant. On a plus de 7000 boutiques qui ont été créées avec Telia en France, dans toute la France, et beaucoup vendent aussi à l'étranger. Telia, donc, en tant que solution libre, a bien sûr un socle fonctionnel auquel on additionne tout un tas de modules. Il en existe plus de 350 aujourd'hui. Et une communauté qui compte plus de 3500 membres. Donc quand on parle de communauté, on parle d'utilisateurs. Qui sont aussi bien les marchands qui ont été capables de mettre en place leur boutique eux-mêmes avec notre outil. Et on parle bien sûr des développeurs qui sont freelance ou par exemple au sein d'agences qui, eux, donc, créent les boutiques avec Telia pour les marchands et qui participent à l'évolution du logiciel en nous aidant soit sur des développements de nouveaux modules, soit sur l'amélioration du cœur de Telia, etc. Et ils participent beaucoup donc sur le forum. Donc on a sur le forum plus de 3500 membres. Alors moi, pendant cette présentation, je vais vous donner les clés pour créer sa boutique en ligne. Je vais commencer par quelques chiffres clés pour faire le point sur le e-commerce et les boutiques en France et en Europe. Puis je vais vous donner les grandes lignes à respecter quand on veut créer son projet. Et je terminerai par un cas concret qui est très intéressant à analyser, à la fois donc, sur la présentation des produits, le tunnel d'achat, et voilà. Alors, quelques chiffres. Je vais faire rapide quand même sur les chiffres parce que c'est pas toujours ce qui est le plus intéressant. On va vite rentrer dans le vif du sujet. On compte en France 117 500 sites marchands actifs en 2012. C'est énorme. Je ne sais pas si vous voyez bien les chiffres au fond. Ces 117 500 sites ont généré 45 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Sachant que sur ces 45 milliards, la majeure partie, on va dire 80% en fait, du chiffre d'affaires est fait par les grands sites type Amazon, Fnac, etc. Ce qui est important de dire, c'est que 36% des sites font moins de 10 transactions par mois.
Et 43% font entre 10 et 100 transactions. Donc on a à peu près de 80% des sites qui existent qui font moins de 100 transactions par mois. Donc on constate vite qu'avoir énormément de transactions validées, hein, parce qu'il y a aussi beaucoup de transactions qui sont abandonnées ou annulées, peut être difficile. 80% des paiements sont faits par carte bancaire, donc c'est un chiffre qui est intéressant à avoir aussi. Et le panier moyen est de 87,50 €, donc c'est pas non plus énorme. C'est un panier moyen qui est assez faible, mais qui a tendance à remonter très légèrement. Donc Amazon fait 1 599 000 visites uniques par jour, c'est énorme. Cdiscount, 944 000 visites uniques par jour. Et voilà, après dans le top 10, on a Fnac, eBay, Price Minister, La Redoute, etc. Sur les chiffres en Europe, donc 550 000 sites marchands actifs, on a 56% des marchands français qui sont présents à l'international, donc ça fait à peu près une boutique sur 2. C'est un élément à prendre en compte quand on est en train de mettre en place sa stratégie. Il est important de bien définir où est-ce qu'on veut vendre. Est-ce qu'on veut vendre uniquement en France ou est-ce qu'on veut aussi vendre à l'étranger? Si on vend à l'étranger, auprès de quel pays? Comment? On reviendra sur tous ces points tout à l'heure. Hein. Mais c'est des éléments qui sont à penser dès le début de la conception. On compte 312 milliards d'euros de chiffre d'affaires donc générés en 2012 en B2C. Donc de business to consumer, et 250 millions d'acheteurs en ligne. On va rentrer maintenant dans le vif du sujet avec donc, la création de sa boutique en ligne. Sur la définition de la stratégie, c'est la base de tout projet, hein, quel qu'il soit. C'est vraiment le socle. Donc, quelles sont les grandes questions à se poser? D'abord, quels sont mes objectifs? Première question, hein, qu'est-ce que je veux vendre? C'est vrai qu'il arrive qu'on ait envie de se lancer dans l'aventure du e-commerce sans trop savoir quel produit vendre. Donc c'est la première question. Quel est l'environnement concurrentiel? Est-ce que le produit que je veux vendre est déjà énormément vendu en ligne? Est-ce que, au contraire, mon produit est un produit de niche et je suis sur un marché de niche, pardon, et il va être très facile de me positionner? Ou alors, est-ce que c'est un produit qui est très demandé et moi, j'ai sur ce produit-là une plus-value que je vais pouvoir mettre en avant? C'est toutes ces questions qu'il faut se poser. Ou donc, est-ce que je veux vendre, par exemple, des jeans d'une marque très connue et très répandue? Auquel cas, je veux faire ça, d'accord, mais comment je vais faire, moi, pour me positionner par rapport à ceux qui sont déjà sur la place et qui vendent bien? À qui est-ce que je vais m'adresser? Quelles sont mes cibles? Est-ce que je m'adresse à, par exemple, des adolescents qui sont beaucoup sur Internet, qui utilisent beaucoup les smartphones, les tablettes et tous les outils de la technologie? Ou est-ce que je m'adresse à une population peut-être un peu plus âgée, qui a moins l'habitude de ces outils-là et pour qui je vais devoir communiquer différemment? C'est important parce que justement, je vous parle de communication, on ne s'adresse pas pareil aux mêmes cibles, on n'utilise pas forcément les mêmes techniques. Et il faut cibler, il faut identifier dès le départ à qui on va s'adresser. On aura peut-être plusieurs cibles, auquel cas il est intéressant de réfléchir comment s'adresser à chacune de ces cibles et comment faire dans sa campagne de communication. Quelle politique tarifaire est-ce qu'on va adopter? C'est surtout bien définir ses prix. Est-ce qu'on définit donc des prix, on s'aligne sur nos concurrents, si on a beaucoup de concurrents? Est-ce que nous, on a moyen de vendre un peu moins cher? Quelle est la marge qu'on va pouvoir faire sur les transports? Ou plutôt, quel est le coût global que vont représenter les transports? Le paiement aussi, la solution de paiement. Combien est-ce que ça va nous coûter? Combien est-ce que sur une vente, moi, je vais finalement pouvoir gagner? Voilà, quelle marge. Après, il est important de définir les acteurs du projet. On sait maintenant, on sait ce qu'on veut vendre, à qui. Il faut savoir, il faut bien identifier qui va participer dans le projet. C'est-à-dire, est-ce que je suis tout seul? Est-ce que je vais devoir faire moi-même les photos de mes produits, les fiches descriptives? Est-ce que je vais aussi gérer l'envoi, le retour, le SAV? Est-ce que j'ai des personnes avec moi qui sont capables d'intervenir et à quel moment? Est-ce que je dois faire appel à des prestataires externes pour monter son site, pour la création du site? Je vous parlais de photos.
Est-ce que donc moi je peux faire les photos? Est-ce que j'ai le matériel adéquat? Est-ce que sinon le fournisseur me fournit les photos? Ou est-ce que j'ai quelqu'un qui va pouvoir faire ça? C'est très important de savoir qui va faire quoi parce que le marchand peut vite se trouver en fait submergé. Il arrive que sur une journée où il y a beaucoup de ventes, il se retrouve à faire essentiellement ses colis, ses envois, et qu'au final, les fiches produits qu'il voulait revoir ou traduire, par exemple, il n'a pas pu le faire et c'est reporté. Or, s'il y a des deadlines à respecter, ça peut vite devenir compliqué. Donc pareil, je vous parlais de traduction, savoir est-ce que je fais appel à une agence pour traduire toutes les fiches produits et tous les contenus, ou est-ce que je le fais moi-même? Est-ce que j'ai aussi envie, moi, d'animer un blog en parallèle, auquel cas il ne faut pas que je mette un article tous les 3 mois sur mon blog, ça va demander du temps, d'investissement. Donc il faut bien anticiper toutes ces choses-là. Ce qui est important, et je pense que vous devez aussi vous en rendre compte si vous êtes là ce soir, c'est que il existe plusieurs métiers. Les métiers du web, en fait, il y en a énormément, et chaque métier est bien spécifique. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est 3 ici ce soir. Et quand on veut gérer son projet soi-même, ça demande du temps pour pouvoir comprendre quels sont tous les enjeux et comment faire chaque tâche. Donc c'est important d'envisager tout ça. Je vous parle de quelles compétences aussi, si vous avez des gens en interne, donc bien identifier les compétences de chacun. Et quels sont les moyens, quel est le budget que je peux allouer, moi, pour chacune de ces tâches. Si je fais appel à un prestataire pour monter le site, de quel budget est-ce que je dispose pour pouvoir payer ce prestataire? Pour le référencement, si je fais appel à quelqu'un, quel sera mon budget? Pareil, si on veut être sur, on parlera tout à l'heure avec Guillaume, les places de marché. Combien est-ce que je peux investir? Ensuite, il faut mettre en place sa politique commerciale. Donc, on parlait du prix tout à l'heure, bien sûr. Quel prix? Quels sont les prix que je vais pratiquer? Est-ce que je vais faire régulièrement des offres promotionnelles ou est-ce que je ne fais jamais d'offres promotionnelles? Est-ce que pour éviter les paniers, pour répondre à ces paniers abandonnés, il y en a énormément. Il faut savoir que 50 à 70% des commandes sont des paniers abandonnés. Est-ce que je réponds, moi, à ces personnes? Est-ce que j'arrive à les identifier? Est-ce que je leur réponds en disant vous n'avez pas poursuivi votre commande? Pourquoi? Profitez de ce bon de réduction qui va vous offrir les frais de port ou 10% sur votre panier. Est-ce que je suis capable d'envisager ça? Ou est-ce que je me dis je ne le fais pas du tout? C'est pareil, c'est des questions qui est intéressant de se poser dès le départ. On verra pourquoi tout à l'heure, mais parce que chaque outil a ses spécificités et que elles répondront, les outils répondront ou pas à ces problématiques-là. Donc le mieux, c'est de les définir en amont, de monter, nous, ce qu'on appelle le cahier des charges, et de définir chaque spécificité de votre projet. Et après, quand vous faites le choix de votre outil, de votre plateforme, de dire, alors ça répond, ça répond pas tout à fait, mais eux, ils font comme ça, donc ça peut répondre à mon besoin. J'ai ce besoin-là, il n'y en a aucune qui répond, mais je vais faire appel à telle ou telle personne pour le développer. C'est important d'avoir les idées claires et de ne pas choisir une solution un peu à la va-vite, on va dire, et après de se retrouver bloqué en se disant, oui, mais mince, moi je voulais faire comme ça, je peux pas parce que la solution ne me le permet pas, et en fait c'était très très important pour moi de pouvoir le faire. Donc on pose tous les éléments. Il y a un petit X qui se balade, je vois, dans ma diapo. Comment fidéliser mes clients? Est-ce que on est capable de faire de l'emailing pour fidéliser ses clients, pour les faire revenir sur sa boutique et les faire racheter? Est-ce que je vous parlais d'offres promotionnelles? Est-ce qu'on va proposer par exemple un système de points ou de crédit fidélité pour chaque achat par exemple, ou chaque tranche d'achat de 50 à 100 euros, le client va gagner un point de fidélité ou 2 points qui après se transformeront en réduction. Ça, c'est des éléments qui sont à penser aussi en amont. Est-ce que d'ailleurs, la première question en fait, c'est est-ce que mon produit est un produit qui va permettre de fidéliser mes clients? Le cas concret tout à l'heure, c'est dont je vous présenterai, c'est Sismic, c'est des montres uniques et des modèles uniques qui coûtent assez cher. Et on ne peut pas parler pour ce projet-là de fidélisation de clients, puisque c'est des montres qui coûtent au minimum 250 € la montre. Donc c'est vrai que le client, on ne va pas essayer de le faire revenir tous les mois. Enfin, s'il revient tous les mois, acheter une montre à ce prix-là, on sera satisfait, vous me direz. Comment est-ce qu'on gère les paniers abandonnés? Donc ces fameuses personnes qui commencent leur commande, qui mettent tous les produits dans le panier, qui remplissent leurs coordonnées et puis qui s'arrêtent. Alors soit elles s'arrêtent sur la page de création de compte, soit elles s'arrêtent sur la page de commande. Si elles ont déjà créé leur compte, on arrive à les identifier, c'est parfait. On va pouvoir essayer de les relancer, savoir pourquoi aussi elles ont abandonné le panier et susciter le nouvel achat.
Si elles ont mis juste les produits dans le panier, ça vous le verrez avec leur stat, elles n'ont pas créé de compte client, pardon, il faut se poser la question de pourquoi. Par exemple, est-ce que en fait, la personne s'est dit j'ai mis ça dans mon panier et à ce moment-là, elle s'est dit tiens, finalement, peut-être que je vais aller voir sur ce site, les produits sont un peu moins chers, qu'elle décide de comparer et de revenir. C'est très courant. Ou on a beaucoup aussi de cross-selling et d'upselling. Et le moment de l'upselling, quand on veut proposer un produit supérieur à votre client, si c'est au moment où il a mis le produit dans le panier, il est capable de retourner, lui, sur la fiche du produit que vous avez proposé. Il se trouve intéressé, mais pareil, il décide d'aller comparer sur les autres sites, finalement. Donc il faut réfléchir à tout ce tunnel d'achat. Une fois qu'il a mis les produits dans le panier, on fait tout pour qu'il reste sur le site et qu'il valide sa commande. On ne risque pas de le faire partir ailleurs. Souvent, ce qui peut faire abandonner le panier, c'est aussi les frais de livraison, qui peuvent être coûteux, qui ne sont pas anticipés, et il se trouve avec 10, 12 euros de frais de livraison. Il se dit, je vais aller voir sur un autre site s'ils ne sont pas gratuits, s'il n'y a pas une offre, ou autre. Et puis j'ai mis la question quel service après-vente, qui est un point important aussi. Donc vendre c'est bien, mais après il y a des retours. Donc l'idéal c'est bien sûr de ne pas avoir de retour, hein, ou sinon des retours positifs. Mais les retours produits, comment est-ce qu'on les gère? On fait un avoir, est-ce que cet avoir va permettre de payer sur le site? Est-ce qu'on génère un code qui va permettre de payer? Ou on rembourse directement si c'est dans le délai imparti? Qui va gérer le SAV? Est-ce que c'est moi qui, en plus de faire mes fiches produits, mes photos, mes envois, je vais gérer mes retours, je vais prendre le téléphone, ou est-ce que je vais dédier ça à un collègue, quelqu'un? Ensuite, une fois qu'on a bien défini toutes les bases de son projet, qu'on sait où on va, on choisit son outil. Alors, il existe plusieurs outils, je vous en ai présenté quelques-uns ici. Donc d'abord, on va commencer par les solutions en mode SaaS. SaaS pour Software as a Service. Donc c'est les solutions dites hébergées. On paye une prestation, on paye en fait l'outil qui est hébergé chez les serveurs des propriétaires de ces solutions-là. Donc là, je vous ai mis quelques exemples. Vous avez peut-être déjà testé sur ces solutions. En général, on s'inscrit, on crée son compte directement, parfois même, on crée directement l'URL de sa boutique, si on crée le nom de domaine. Et puis, on crée sa boutique. On choisit les modules qu'on veut mettre, on choisit le design, le template, et après, on met ses produits. Et ces boutiques sont très, très vite faites. L'avantage de cette solution, c'est que c'est vraiment clé en main. Vous êtes derrière votre ordinateur, vous pouvez tout faire vous-même. Vous avez aussi des prestations, enfin eux proposent des prestations de coaching, donc vous avez des personnes derrière qui sont capables de vous aider dans votre projet. Et au niveau coût, c'est en général un coût donc mensuel, soit un pourcentage du chiffre d'affaires généré par votre boutique, soit un coût fixe. Soit il y en a peut-être même qui font fixe plus pourcentage. Par exemple, donc WheezyShop, c'est jusqu'à 50 000 euros de chiffre d'affaires de votre boutique, ils prennent 3%. Après, c'est des plages comme ça. QB, je crois que c'est 30 euros par mois. Oxati, ça doit être à peu près ça aussi. Il y a PrestaShop, donc, qui est cité en dessous en solution libre, qui a aussi ce système qui s'appelle PrestaBox. PrestaBox, c'est un pourcentage sur le chiffre d'affaires généré, avec un minimum quand même de 20 euros par mois. Donc, c'est des solutions là, qui sont très intéressantes quand vous voulez gérer vous-même la boutique, que vous n'avez pas de compétences techniques pour pouvoir mettre en place d'autres solutions. Ça peut vite devenir coûteux quand même, ce système de pourcentage de chiffre d'affaires, mais ça permet d'étaler les dépenses. Quand on se lance, ça peut être intéressant. L'inconvénient, c'est que vous êtes totalement dépendant en fait, de l'éditeur de cette solution-là. C'est-à-dire que si vous avez monté votre boutique chez WheezyShop, vous êtes dépendant de WheezyShop et de leurs modules, de ce qu'ils mettent en place et de ce qu'ils sont capables, eux, de proposer. Voilà. Après, il y a les solutions sous licence libre. Donc là, je vous en ai cité Magento, PrestaShop, Telia, RBS Change. Donc, moi, je fais partie d'Open Studio qui édite Telia. La grande différence dans les solutions libres, c'est que donc, derrière, il y a un éditeur qui anime l'équipe de développement de l'outil. Mais comme ce sont des solutions dont le code est ouvert, d'autres développeurs ont accès au code, ce sont des solutions qui permettent de travailler avec plusieurs prestataires différents.
Je vais vous donner l'exemple de Telia. Nous, on a plusieurs agences, donc nous, on édite Telia, plusieurs agences utilisent Telia et installent des Telia. Si un jour, pour X raison, le client, donc le marchand, hein, quand je dis client, là, le marchand n'est pas content de son agence, il est capable de partir avec son site, d'aller voir un autre prestataire qui sait faire du Telia. Il n'est pas dépendant là d'une société. L'autre avantage, c'est que, comme je vous le disais tout à l'heure en introduction, les modules sont aussi édités par d'autres développeurs, ce qui fait qu'on a plus de modules et plus vite. Les tickets d'entrée, par contre, là, sont différents et diffèrent d'ailleurs des solutions, comme leurs fonctionnalités. C'est pour ça qu'il est important, comme je vous le disais, d'éditer votre cahier des charges et de bien lister vos fonctionnalités. Donc pour revenir au ticket d'entrée, l'avantage c'est qu'il y a à la fois des grosses agences et des petites agences qui font les sites, donc les coûts sont différents, mais il faut compter quand même minimum, quand c'est par une agence, 10 000 € pour monter un site. On peut monter surtout sur du PrestaShop à minimum 50-60 000. Sur du RBS, on va aussi être minimum 60-70 000 €. Donc c'est quand même un coût assez conséquent. En termes de fonctionnalités, donc elles ont toutes des modules additionnels, gratuits ou pas, ça dépend de leur modèle économique, et c'est pas, en général elles ont toutes les mêmes modules de base, hein. On retrouve toujours des modules d'emailing, de parrainage, tout ce qui est fidélisation, relance client, suivi de commande. On retrouve souvent les mêmes modules de paiement et de transport. Par contre, après, il y a des modules qui peuvent parfois faire la différence sur vous, pourquoi vous allez choisir telle ou telle solution. Pareil, certaines solutions vont être compatibles avec vos outils de gestion de stock, de gestion de clients, et pas d'autres. Ça aussi, c'est une question qu'il faut envisager dès le départ. Ou votre logiciel de caisse. Si vous avez votre boutique et que vous avez un logiciel de caisse, c'est important quand même de relier tout ça avec votre site internet. Il y a aussi, mais je ne l'ai pas fait figurer, les solutions donc, faites 100% maison. Là, moi, je vous les déconseille. Pourquoi ? Parce que elles sont, en général, c'est très coûteux à mettre en place. Vous pouvez avoir une licence aussi, une licence d'utilisation tous les ans. Et puis, surtout, là, vous êtes dépendant d'un prestataire et vous êtes dépendant de ce prestataire-là et du bien vouloir des évolutions, de son bien vouloir en fait, pour les évolutions de l'outil. Et parfois même, certaines solutions peuvent tenir à 1 ou 2 développeurs. S'ils partent, la maintenance derrière peut être en interne beaucoup plus longue et beaucoup plus compliquée. Donc comment choisir son outil ? Je vous ai déjà presque tout dit, hein, les fonctionnalités. Donc, est-ce que toutes les fonctionnalités de l'outil répondent à mon projet et sinon comment je peux faire pour qu'elles soient mises en place ? Quel budget est nécessaire pour mettre cette boutique et de quel budget est-ce que moi je dispose ? Quelles sont les compétences nécessaires après pour pouvoir gérer ma boutique avec cet outil-là ? C'est important, c'est très important d'essayer de tester au maximum ou sinon de demander d'avoir des démonstrations, des interfaces d'administration. Puisque l'interface d'administration, ça va être le point de contrôle de votre boutique en ligne. Si elle est difficile à prendre en main, si c'est long, si c'est pas très intuitif, pas très ergonomique, ça va pas du tout être plaisant pour vous, ça va être compliqué de faire vos mises à jour, récupérer vos commandes, ça va être assez long et pas plaisant du tout. Certaines solutions, justement, sont très intéressantes parce qu'elles sont très complètes, mais parfois trop. Avoir une solution qui vous propose de faire énormément de choses depuis son back-office, c'est bien, mais parfois sur 20 possibilités, vous avez peut-être 20 modules, vous allez peut-être en utiliser que 2 ou 3. Donc vous vous trouvez avec des back-office qui sont très riches, très lourds, difficiles à prendre en main pour ce que vous voulez faire vous. Donc essayez de demander au maximum d'avoir des démonstrations. Et puis aussi, quelles sont les évolutions que vous envisagez pour votre boutique à moyen long terme ? Est-ce que, donc peut-être que dans un premier temps, vous envisagez de vendre en France uniquement, mais est-ce que l'ouverture vers l'international va être très simple avec l'outil que vous avez choisi ? Est-ce que vous envisagez d'ouvrir une nouvelle boutique ou pas ? Est-ce que pour l'instant, vous vendez que à des professionnels et vous envisagez de vendre à des particuliers dans 1 ou 2 ans ? Auquel cas, il faut bien vérifier que l'outil va le permettre aussi. Tous ces points sont à prendre en compte et s'ils sont anticipés, c'est mieux. En parallèle, donc il y a le choix de l'outil, mais il y a aussi le choix des solutions de transport et des solutions de paiement.
Toutes les solutions de transport n'ont pas les mêmes conditions, ne livrent pas aux mêmes endroits. Enfin, donc il y a les transporteurs qui livrent à domicile ou en point relais. Le point relais peut être très intéressant, mais certains ne proposent la livraison en point relais qu'à partir d'un minimum de colis envoyés. Donc quand on débute son activité, c'est des transporteurs qui ne sont pas accessibles pour nous. Certains sont plus coûteux que d'autres. Donc il faut essayer de faire le tour de tout ce qui existe et de comparer les prix, les coûts et les caractéristiques. Pareil pour les solutions de paiement. Donc déjà, la solution de paiement est importante à choisir en fonction de qui vous voulez vendre, en fonction des pays où vous allez vendre. Pareil pour les transporteurs d'ailleurs. Et puis en fonction du budget aussi qui est nécessaire. Donc le paiement par carte bancaire, c'est en général un fixe, un pourcentage en plus, pris sur chaque transaction, par transaction. Et certaines sont très connues et sont très chères. On parle énormément de PayPal, mais PayPal, c'est très coûteux, en fait. Après, vous pouvez aussi vous tourner vers votre banque qui va vous proposer son module de paiement, enfin, qui va vous dire, nous, on travaille avec telle plateforme. Vous allez pouvoir donc intégrer cette plateforme, sachant que, par contre, il faut bien aussi anticiper que la banque, en général, va vous prendre la mise en place, peut-être en plus des frais mensuels, et en plus, le fixe et le pourcentage. Donc vous pouvez essayer de négocier, par contre, auprès de votre banque. Nous, on a eu un marchand qui voulait mettre, je crois que je ne l'ai pas mis là, la solution de paiement Skrill de Money Bookers, qui a des tarifs assez intéressants, attractifs. Et en fait, ce marchand allait voir sa banque. Sa banque était... ils travaillaient ensemble déjà pour la partie physique depuis longtemps. Et sa banque s'est alignée sur les tarifs de Money Bookers. Donc, essayez aussi de négocier, vous, auprès de votre banque, si vous avez l'habitude de travailler avec elle. Je pense que si vous allez voir la banque, n'importe quelle banque qui ne vous connaît pas et que vous dites je veux négocier, ça va peut-être être un petit peu plus compliqué. La troisième étape, donc on a, pour refaire un peu le cheminement, on a défini sa stratégie, on sait exactement ce qu'on fait, comment, on sait maintenant avec quel outil, on sait même quel module, quelles sont toutes les fonctionnalités qu'on va mettre. On va penser peut-être à son site, puisque c'est ce qu'on voulait faire au départ, et surtout à l'aspect visuel. Donc l'ergonomie, ça fait partie des éléments primordiaux sur le site. La navigation se doit, sur le site, d'être simple, efficace et intuitive. Alors c'est sûr que si le client arrive sur le site et qu'il recherche un produit qui est caché dans 10 sous-rubriques, qu'il n'a pas moyen de le trouver à part à faire tous les onglets, s'il n'y a pas de moteur de recherche, c'est un petit peu difficile pour lui, il risque vite d'abandonner et de partir chez votre concurrent. Il faut bien aussi penser que le client qui arrive sur le site, il n'arrive pas que sur la page d'accueil. On a tendance à beaucoup travailler la page d'accueil alors que les moteurs de recherche indexent toutes les pages. Donc il est très important de travailler toutes les pages du site. On n'oublie pas le reste. On n'oublie pas les pages de catégorie, toutes les pages qui présentent tous les produits, les pages de produits. On pense aussi au moteur de recherche, bien sûr. Si on met un moteur de recherche, il faut que ce moteur de recherche soit quand même pertinent. Que si je tape, je ne sais pas si j'ai une chaise qui s'appelle Amanda, on va dire, et que je tape Amande, sans le A à la fin, il faut quand même que je puisse le retrouver. Si je ne le retrouve pas, ça risque d'être un petit peu embêtant. Il y a des moteurs de recherche d'ailleurs qui existent, des plateformes, en fait, des outils maintenant qui existent qu'on peut mettre sur sa boutique en ligne et qui permettent de paramétrer même ses résultats de recherche. C'est intéressant le jour où vous avez besoin d'écouler du stock, vous voulez faire ressortir des produits par rapport à d'autres. Vous pouvez vous dire que le moteur de recherche, bien sûr, répondra au thème recherché, ressortira les critères, mais que dans les réponses, vous allez mettre en avant tel produit par rapport aux autres. Si vous vendez par exemple des canapés, et que vous avez une collection de canapés, je ne sais pas moi, en cuir 3 places à vendre, et que la recherche est canapé 3 places, vous pouvez dire que vous voulez mettre les canapés en cuir 3 places avant les autres. Il faut bien penser aussi à tout ce qui est élément de réassurance du client. Donc assurer l'internaute quand il arrive en lui disant déjà « oui, mon site est sérieux », oui, je livre. Sous quel délai est-ce que je livre? Ça, c'est obligatoire. De toute façon, vous devez indiquer vos délais. Le message doit être, je l'ai indiqué, clair et professionnel. Il ne faut pas que le client se dise « oula, ce site a l'air un petit peu douteux, je ne vais pas finir ma commande et je pars ». C'est ce qui peut arriver justement dans le tunnel de commande. Afficher aussi bien des coordonnées, savoir qu'il y a quelqu'un derrière qui peut contacter justement pour des questions.
Donc le moteur de recherche, je vous en ai parlé, et bien anticiper tout ce qui est tunnel d'achat. Donc faire le maximum pour pas que vos marchands partent au milieu de leurs commandes, tout en bien sûr pensant quand même augmentation du panier moyen, etc. Donc il y a l'importance de l'ergonomie, l'importance du web design aussi. Par le web design, on dit beaucoup sur son image. Ça va faire partie en fait du message clair et professionnel. C'est comme la devanture de votre magasin. Si votre magasin physique est en désordre, sale, et que la devanture est cassée, on n'a pas forcément envie de rentrer. Le site, s'il ne fait pas professionnel, qu'on ne sait pas du tout où on va aller en arrivant dedans et qu'on ne retrouve pas ses produits, ben on s'en va. C'est exactement pareil. Après, il y a des modes. C'est vrai qu'il existe des modes quand même en web design, donc on les respecte ou pas. Mais c'est vrai que même si vous faites appel à un graphiste ou quand vous choisissez vos thèmes, vous allez voir que souvent on retrouve les éléments aux mêmes endroits. Le panier à droite, l'espace de connexion aussi. C'est des éléments qui permettent aux clients de se retrouver sur le site. Et puis on parle beaucoup ces derniers temps de responsive web design, donc je ne sais pas si c'est un terme qui vous est inconnu ou pas. Le responsive web design, c'est une technique qui permet d'adapter votre site automatiquement à toutes les interfaces. L'avantage, c'est que vous avez une seule URL pour votre site, mais qui sera adaptée aux écrans, aux différentes tailles d'écran, aux tablettes et aux smartphones. Mais vous, dans votre communication, la tâche est simplifiée parce que vous n'avez qu'une seule URL à donner. Vous n'avez pas l'adresse du site mobile à donner, l'adresse du site normal. Donc c'est quand même assez important. Par contre, comme je vous l'ai indiqué, c'est à prévoir dès la conception. Vous ne pouvez pas faire le site en laissant ça de côté et puis une fois qu'il est fait, le tester sur votre smartphone et dire « Ah mince, c'est pas adapté, bon bah il faut qu'il le soit. » Là, il faudra presque refaire la charte graphique. Donc c'est aussi à penser dès le début. C'est aussi très important de penser à ça, surtout au début du projet. Je vous parlais de cibles. De bien essayer de chercher des chiffres en fonction de votre marché, du marché de vos cibles, de connaître un peu leurs habitudes de navigation et leurs habitudes d'utilisation pour savoir comment vous adapter au mieux à eux. Encore après tout ça, ça fait déjà beaucoup, mais c'est pas terminé. On prépare le lancement de son site. Donc l'idée là, c'est bien sûr de faire parler de son projet. Comment est-ce qu'on se fait connaître? Est-ce que par exemple, en parallèle du lancement du site, on monte un blog qu'on alimente avec des photos, l'avancée de son projet? Est-ce qu'on fait une campagne de relations presse? Est-ce qu'on se met sur les réseaux sociaux et qu'on va communiquer sur les réseaux sociaux? C'est important aussi de récolter des emails, des contacts, des premiers contacts, des prospects, pour pouvoir au lancement du site les contacter en disant ça y est, le site est lancé, et pourquoi pas pour le lancement bénéficier pendant 2 semaines, 3 semaines d'une offre exceptionnelle. Si vous achetez tel produit, on vous offre ce produit-là, ou bénéficier des frais de port offerts ou de tant de % de réduction. Et c'est là que tout commence. Une fois qu'on a fait tout ce travail, on publie son site, et moi j'ai vraiment pour habitude d'insister là-dessus. C'est à ce moment-là que l'aventure commence en fait. On a tendance, on a passé 1 an, 2 ans sur ce projet à le lancer, il voit enfin le jour. Et on se dit ouf, ça y est, mais non en fait. C'est là que maintenant il faut remettre les bouchées doubles parce qu'on va avoir des visites, on va analyser. Yannick vous en parlera tout à l'heure. On va analyser un peu ce qu'a fait l'internaute sur notre site. On va analyser les retours qu'on aura. On va anticiper les modifications, les évolutions qu'il va y avoir à faire. Donc là, maintenant, on se lance à ce moment-là. Vous avez des questions? Je vais vite, peut-être, j'enchaîne, mais n'hésitez pas à m'arrêter. Je vais vous présenter le cas de Sismic. Peut-être que certains connaissent, parce qu'il y a des boutiques, des revendeurs à Paris. Sismic, c'est un... Voilà. Sismic, c'est un site de vente de montres designés par les designers donc, qui sont sur le site et qui sont vendus en édition limitée. Le site existe depuis... Ce site-là, cette version-là, existe depuis 6 mois maintenant. Mais la marque Sismic en tant que telle existe depuis 1 an et demi maintenant. Alors eux, ils ont une démarche qui est très intéressante, c'est qu'ils se sont dit, on va d'abord, avant de mettre un investissement important dans notre site, on va d'abord tester notre produit. Donc ils avaient les montres, ils se sont dit, on va monter une boutique. En l'occurrence, là, c'était Prestabox, je crois qu'ils avaient utilisé.
On va monter une boutique, on va tester les produits, on va voir si ça prend ou pas. On va essayer de lancer notre campagne de com autour de ces produits-là. Si ça prend, on va mettre les bouchées doubles, on va continuer d'investir et on va avancer. Si ça prend pas, on va réfléchir, on va tout faire pour que ça prenne et après, on se lance. Eux, il y a eu un réel travail, donc à la fois sur le produit, bien sûr, mais aussi sur justement tout cet aspect ergonomie du site. Et il est très bien fait, c'est pour ça que je vous le montre. Donc déjà, je vous ai pas mis l'encart ici, mais en fait, quand on arrive sur le site, il y a une petite lightbox qui s'ouvre, qui vous demande si vous êtes un homme ou une femme. C'est le premier ciblage parce que eux, ils vendent des montres soit hommes, soit femmes. Et les montres, bien sûr, ne sont pas les mêmes. Donc vous arrivez, vous dites je suis une femme, vous allez directement dans la rubrique femmes. Comme ça, il n'y a même pas à se poser de questions, on vous montre que des montres de femmes. Alors, c'est vrai que vous arrivez, vous dites vous êtes une femme, mais en fait, je cherche pour un homme, ça peut tout de suite poser un petit souci. Mais bon, on s'y retrouve assez facilement quand même, hein, puisque c'est écrit dans le menu, homme-femme. Donc on identifie très bien, déjà, qu'est-ce qu'on vend? On vend des montres, on sait qu'elles sont à peu près comme ça, assez originales. Quand on arrive sur une page produit, donc on voit tout de suite la montre, les différentes photos. Moi, ce que je reproche là sur les photos, c'est qu'il n'y a pas de photo avec le poignet, par contre, donc on a un peu du mal à visualiser la taille de la montre, mais on a quand même déjà la montre sous tous les angles, hein, dépliée de côté et le dos de la montre. Ici, on sait que c'est designé par cette personne-là. On les voit même en bas, donc ça peut être un petit côté affectif. On se dit, tiens, je vois vraiment qui a fait cette montre, en fait. Alors, on adhère ou on n'adhère pas, hein, ça plaît ou pas. On a ici toute la description de la montre, ainsi que les détails. En haut à droite, donc bien sûr, on a les informations sur le bracelet. On visualise, grâce au petit carré de couleur, immédiatement les types de bracelets disponibles. Et très important, je passe devant, pardon, on voit que le produit est en stock et qui sera livré gratuitement, important aussi, en 48 heures. Alors sachant que là, on est sur de l'achat impulsif, hein. La montre, on la voit, elle nous plaît, on l'achète. Eux, ils font tout pour que justement le client l'achète et tout de suite. Donc c'est très important depuis cette page de dire si elle vous plaît, bon c'est quand même 259 €, c'est un budget, certes, elle vous plaît, mais si vous voulez l'acheter, vous l'avez dans 2 jours chez vous et gratuitement. Ça incite à l'achat. Encore mieux, ces bracelets-là, ils vous plaisent, et ben découvrez le pack. Les designers font aussi des packs, on vend des packs de montres. Eux, l'upselling, il est ici, il est sur la page produit. On n'a pas encore ajouté le produit au panier, on hésite en fait, on va aller voir entre les deux. Et donc là, on a aussi d'autres exemples de montres si jamais on hésite et qu'on veut changer dans la même collection. Et j'ajoute au panier, je suis impulsive, je décide d'acheter cette montre. J'ajoute au panier, alors là, on me représente ma montre et on précise bien le bracelet que j'ai pris. Des fois que je sois plus très sûre, je ne vais pas revenir sur mon produit. On me le reprécise, on précise bon, mon prix, ma quantité, bien sûr. Mais le point important, déjà vous avez tous ces éléments qui sont ici, qui étaient aussi sur les pages précédentes. Tous les éléments de réassurance, la qualité, 30 jours pour changer d'avis, la livraison gratuite, l'expédition sous 48 heures. Et très important, c'est... J'ai une question finalement, là j'ai un dernier petit doute, je vais quand même dépenser 250 €, c'est pas rien. J'ai un dernier doute avant de valider, il faudrait que j'appelle. Et bien même pas besoin de changer de page pour trouver un contact, un numéro de téléphone. Je clique et j'ai tous les éléments ici. Donc ce site fonctionne du coup très bien. Il est aussi traduit en plusieurs langues. Eux, ils sont sur un développement, ils sont sur une croissance exponentielle. Ils développent plusieurs points de vente en France et à l'international. Et je trouve vraiment que le site est un très bon exemple en termes d'ergonomie, de présentation des produits, de photos et de mise en avant. Je ne sais pas si ça vous donne envie d'acheter une montre, mais c'est l'objectif. Voilà, est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce que je viens de vous dire ? J'ai une question par rapport aux différents PrestaShop et puis Wikipédia. Oui, les différentes solutions. En fait, au niveau tarifaire, qu'est-ce qui fait qu'il y en a d'autres qui sont plus chers que... Sur les solutions libres ? Alors les solutions libres, ce qui fait qu'il y en a d'autres plus chères que... Enfin certaines plus chères que d'autres, je ne sais pas si vous avez entendu la question, c'était ça. Qu'est-ce qui différencie entre toutes les solutions libres qui existent, les coûts ? Ça va être, bon, la première chose déjà, c'est qui va le faire. Il y a une différence qui est assez importante entre faire travailler un freelance, qui est bien moins cher que faire travailler une agence. Les coûts, après, entre agences, diffèrent en fonction de la complexité d'intégration de la solution. Magento, par exemple, c'est une solution qui est assez complexe à prendre en main, à intégrer. Donc forcément, ça va être plus long. Et souvent, en agence, on travaille au temps passé. Donc intégrer un Magento, comme c'est plus long, ça va être plus cher.
Voilà. Après, il y a d'autres coûts aussi. Sur ces solutions-là, certains modules parfois sont payants. Et les agences, en fait, donc elles doivent acheter les modules pour vous les installer, donc elles vont vous les refacturer. Voilà. Vous avez d'autres questions? Oui. Alors, vas-y. Par rapport au magasin qui fait du web to store, qu'est-ce que vous conseillez comme solution? Donc, soit achat en drive, soit faire la réservation en ligne et puis après prendre rendez-vous et aller dans le magasin pour un coiffeur ou autre, par exemple. Pour pardon? Un coiffeur, un institut de beauté. Acheter sa prestation à l'avance? Oui, ou juste réserver en ligne. Et puis Ouais. après, Et qu'est-ce que je conseille par rapport à quoi? dans la solution e-commerce, est-ce que vous avez des choses dans ce Qui ferait ça par défaut? Soit web to store avec le drive, soit avec les modules transactionnels en ligne. Ouais. Alors, par défaut, à ma connaissance, je sais pas. T'en connais, toi? Je vais en parler un peu dans la partie mobile, moi, du référencement, de la visibilité du site. Donc, ça va répondre un petit peu à votre question. Ouais. D'accord. Vous êtes plus dans le pure player Ouais. vente en ligne Oui, plus. Pour payer en tout cas. Après, RBS, eux, sont beaucoup plus sur cette partie-là, mais c'est pas une... Pardon, ouais. RBS, eux, ont des modules qui répondent à cette problématique-là. Après, moi, c'est des outils que je connais pas sur le bout des doigts, mais je pense que faut vous tourner vers RBS Change pour ça. Vous avez d'autres questions? Oui. Moi, vous avez évoqué un concept que je connais pas, dans l'exemple de Sismic. Vous disiez qu'il y avait le choix de la montre et puis il y avait le pack, c'était... Le upselling. Voilà. L'idée du upselling, en fait, c'est de vendre un produit supérieur à celui que la personne voulait acheter. Augmenter le panier moyen. Augmenter le panier. Alors, il y a le cross-selling, du coup, on propose des produits complémentaires qui augmentent aussi le panier. L'upselling, c'est monter en gamme. Et ça, on peut le faire sans faire naviguer de page en page et lasser l'acheteur et le faire... Là, par exemple, dans le cas de Sismic, clairement, si vous cliquez sur découvrir le pack, vous arrivez sur le pack. En fait, ça dépend comment est structuré le site, mais si dans le cas des packs, c'est très simple, en fait, c'est-à-dire qu'il y a les produits qui sont vendus indépendamment et après les produits qui sont vendus en lot. Donc, vous ramenez directement, le produit est identifié et depuis la page de ce produit-là, vous le ramenez vers le lot. Donc, c'est immédiat. Et en général, sur toutes les interfaces des solutions, dans les interfaces de gestion de ces solutions-là, vous indiquez, vous avez la possibilité de dire pour chaque produit quels vont être soit les produits complémentaires, soit les produits de gamme au-dessus. Et à partir de combien de pages on lasse en fait? Est-ce qu'il y a un risque Je pense que ça dépend de beaucoup de choses en fait. Ça dépend déjà d'où est arrivé l'internaute. C'est sûr que si en fait vous lui proposez proposer sur la page produit, c'est très bien parce que il peut chercher par exemple dans le cas des montres, si c'est une recherche bien spécifique sur la montre avec un bracelet en cuir, il est arrivé sur la page soit qui présente toutes les montres, soit même directement cette page-là, il y est très vite. Il ne faut pas que ce soit au bout de 10-20 pages, mais ça va dépendre de la navigation. Et d'où l'intérêt d'avoir une navigation très claire. C'est ce que je disais, si vous avez une navigation avec plusieurs niveaux de rubriques, de catégories, et que vos produits sont cachés derrière des sous-catégories, 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 arrivez sur le produit, si vous n'avez pas au départ un élément de recherche, un outil de recherche pertinent, ça va être long. Donc en fait, il sera lassé avant même d'arriver au produit. Mais après, tout dépend aussi... t'en parleras, tout dépend de comment votre site est indexé, comment sont indexées vos pages et sur quelle page arrivent ces personnes-là. Il y avait une autre question, j'ai vu, non? Tout à l'heure. Ouais, au fond. Allez-y. Moi? Oui. Alors, passer par une agence, c'est un petit peu se marier avec elle. La question est, y a-t-il différents contrats qui lient le client à son agence en fonction de la prestation et des contrats, j'allais dire, standardisés, c'est-à-dire des contrats où il y a tout un pack qui est proposé avec un suivi, etc., ou d'autres types de contrats qui proposent qu'une prestation qui sera en définitive développée ou suivie par un informaticien ou un web designer au sein de la société.
En fait, les agences, elles vous proposent des prestations donc, qui sont contractualisées. Ça va être de la prestation soit de création pure et simple, donc le contrat s'arrête au moment où le site est fourni et après la période de retour, enfin de maintenance obligatoire, où justement il y a des contrats de maintenance qui sont sur 1 an, en général c'est 1 an de maintenance, et il faut que ce soit une maintenance applicative et corrective. Donc vous avez, vous, la possibilité dans ces contrats de maintenance-là, qui après diffèrent en fonction des agences, puisque chaque agence a sa façon de travailler aussi. En général, donc l'agence, donc il y a elle sait que vous, dans votre projet, vous allez évoluer, vous allez avoir des besoins supplémentaires. Donc ces évolutions peuvent passer dans le contrat. Après, elles sont... le contrat est un peu bridé, en fait. Il faut voir jusqu'où vous pouvez aller en termes d'évolution. Si c'est créer un tout nouveau module, ça passe en général pas dans les contrats de maintenance. Mais si c'est par exemple changer de bloc de place ou mettre en place un nouvel élément sur une page d'accueil qui était prévu, qui a été anticipé et qu'il faut lancer, je sais pas, 6 mois après le lancement du site, ça passe ça dans de la maintenance. Voilà, ça, il faut en parler pareil au moment où vous choisissez votre prestataire. Il faut définir avec lui le type de maintenance. Pensez aussi au délai d'intervention, si jamais c'est une intervention, enfin si jamais votre site tombe, clairement. Il faut que l'agence soit très réactive. L'hébergeur, là c'est surtout la tâche de l'hébergeur, qui puisse le relancer immédiatement. Donc sinon, si c'est un problème lié au site, il faut qu'il y ait une intervention. En général, on demande, si c'est urgent, bloquante 24 heures d'intervention. Et donc chaque agence, dans son contrat, explique les délais d'intervention en fonction des critères. Et ce qui est prévu dans le contrat de maintenance, c'est la durée et le coût. Voilà. Il faut bien différencier en fait l'agence qui crée le site et la plateforme qui exploite le site. C'est ce qu'elle disait à un moment, c'est que l'agence, elle, ce qu'elle va faire ni plus ni moins, c'est qu'elle va utiliser soit une solution qu'elle a à elle, une solution propriétaire, soit une solution dont Stéphanie a parlé, une solution libre, sur laquelle votre site aura ses produits, aura la base de données clients, aura toutes ces choses-là. La seule chose qui est très très importante, c'est savoir qui possède les données. Donc est-ce que l'agence web a créé la partie graphique et garde cette partie-là, vous n'en serez jamais propriétaire? Première question. Est-ce que vous êtes propriétaire aussi du graphisme? Et puis surtout la base de données, les produits, les clients, les ventes, les commandes, enfin tout ça. Et ça, effectivement, si vous faites appel à une agence qui utilise une solution propriétaire, et bien là, vous serez un peu plus lié, même marié pour utiliser votre terme. Par contre, si vous utilisez une solution libre, que n'importe quelle agence peut récupérer derrière, vous entendez plus avec votre agence de création de site, donc vous dites moi j'arrête, je vais avec une autre, elle pourra tout à fait récupérer cette donnée là, parce que ce sont des plateformes qui sont universelles et qui sont connues par la plupart des bonnes agences. Donc c'est surtout la technologie du site qui est importante, et plutôt que le graphisme en lui-même, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est plus les données qu'il faut s'assurer d'être propriétaire et qu'elles puissent être transmises à une autre agence. C'est surtout ça. 2 autres questions, si vous permettez. La première, qu'en est-il du lien entre l'agence, le client et l'hébergeur? Là encore, il y a des hébergeurs qui s'occupent. Il y a des agences qui font la prestation complète. Ils vont vous dire, moi, je m'occupe de l'hébergement. Mais après, vous pouvez dire, moi, je veux travailler avec tel ou tel hébergeur. Vous pouvez faire la prestation à part. Ça, c'est. Si vous dites, moi, je connais tel hébergeur et il m'assure ses garanties, je le connais, j'ai signé un contrat avec lui, comme quoi, en 2 heures, si le site tombe ou si le site est spammé ou si le site est virusé, je sais que j'aurai une sauvegarde qui va être remise en ligne tout de suite en 2 heures. Vous signez directement avec votre hébergeur, ou sinon vous prenez le package complet avec l'agence. Mais ça, encore une fois, c'est au client de choisir ce qu'il veut, quoi. Il faut bien savoir au début ce que vous voulez faire et avec qui, quoi. Et la dernière question, si vous me permettez, concernant le langage qu'on va utiliser pour le site, au jour d'aujourd'hui, quel est le langage le plus modulaire, le plus ouvert? Le PHP, c'est le plus répandu en termes de développement, et la plupart des développeurs connaissent le PHP objet et vont être capables de modifier les sites faits en PHP.
Mais après, il y a des frameworks qui existent. Nous, par exemple, Telia, là, on vient de sortir une nouvelle version qui est basée sur Symfony 2. Symfony 2, c'est un framework qui est très répandu et qui est aussi utilisé par une grande communauté de développeurs. Donc il y a à la fois le côté langage, mais il y a aussi des frameworks qui sont utilisés. Voilà. Merci. Oui. Est-ce que dans le cadre des solutions libres qui sont proposées, il n'y a que des solutions de e-commerce boutique ou il peut y avoir d'autres types de sites comme des plateformes de mise en relation, enfin, tout à l'heure on discutait un peu, est-ce qu'il y a des solutions différentes que la boutique en ligne, enfin... Alors, il y a peut-être du coup des plateformes de mise en relation qui feraient que ça. Personnellement, je ne connais pas. Par contre, en fait, ces outils-là sont faciles à détourner parce que bien souvent, dans les plateformes de mise en relation, bien sûr, il y a une étape d'inscription de paiement qui correspond à l'étape création de compte pour un client lambda et paiement d'une prestation ou d'un produit. Après, en fait, c'est la structure du site qui dépend. Et là, sur ce type de projet-là, souvent, on est capable en fait, de détourner les solutions qui existent pour adapter à votre demande. Mais là, encore plus que jamais, d'où l'intérêt, la nécessité, je veux dire, de faire un cahier des charges. Et avec Telia, nous, on a sorti, enfin, c'est pas nous en tant que tel, hein, c'est un des utilisateurs de Telia qui a sorti là, justement, qui a détourné l'outil pour monter un site de rencontre. Voilà, donc c'est tout à fait possible. Après, il faut juste définir la structure dès le départ. Voilà. Il n'y a pas d'autres questions? C'était clair? Bien, bah, merci à vous pour votre attention. Oui, allez-y. Oui. C'est quoi le pourcentage maintenant au niveau de Telia sur les e-commerce? Par rapport à tous les sites qui existent, vous voulez dire ou La part de marché de Telia par rapport aux autres solutions? En part de marché, exact. Nous, on est la troisième solution française, en tout cas, qui existe. En fait, on se positionne derrière PrestaShop, RVS, et après, c'est nous, en France. En part de marché, exact, je ne voudrais pas dire de bêtises, donc on est les troisièmes en France. Voilà. Je vais juste reposer une question, parce que tout à l'heure, quand vous avez parlé des coûts, de manière générale, ouais. des différentes prestations, vous avez commencé par une fourchette de départ jusqu'à 10 000 €. Ouais, en passant par une agence. Un freelance, par contre, souvent, il sera moins cher. Du coup, je regardais votre... Oui, on en parlera après si vous voulez, parce qu'il y a des prestations de base et après les services qui évoluent. Et pareil, abonnement ou pas abonnement. Après, un freelance, juste parce que je pensais vous le dire tout à l'heure et puis je suis passée à autre chose. C'est très bien de pouvoir passer par des freelances justement parce qu'ils sont très peu coûteux. Par contre, là, moi, je vous le dis de vécu, souvent, il y a quand même beaucoup de freelances qui disparaissent du marché d'un coup, soudainement. Et nous, c'est vrai qu'il y a beaucoup de développeurs aussi qui ont développé des sites avec Telia, donc tout seul. Et en fait, on a énormément d'appels après de marchands qui nous disent c'était un freelance et puis j'ai plus de contact, ou alors j'arrive jamais à le joindre parce qu'en fait, il travaille la nuit. Parce qu'il a un autre boulot ou pour X raisons. Et en fait, ça peut quand même très vite devenir une contrainte. Donc c'est vrai que ça peut être un bon départ, mais il faut bien garder en tête qu'à un moment donné, il peut vous lâcher, quoi. Il peut disparaître ou voilà, ne plus répondre ou lui-même rencontrer des freins techniques. Ça nous arrive aussi, hein, des personnes qui montent des sites, donc c'est très bien parce que vous avez une très bonne base. Et après, à un moment donné, il faut aller un peu plus loin dans le développement quand ça se complique ou quand il faut faire, par exemple, une passerelle. Parfois, ils n'ont pas toujours le temps ou c'est une question de compétence. Et ça peut être intéressant là de faire appel juste pour cette prestation-là à une autre société. Vous n'êtes pas obligé, comment dire, le site en tant que tel n'est pas obligé d'être fait par un seul prestataire. Vous pouvez, si vous utilisez une solution libre, faire intervenir aussi plusieurs prestataires dessus. Il ne faut pas l'oublier. Et il y a aussi, ça après c'est le modèle économique de la plupart des éditeurs d'outils libres, il y a toutes les prestations qui sont vendues autour, qui sont la formation et le support. Voilà. Voilà, c'est pas du tout contre les freelances, hein, parce qu'il y en a peut-être dans la salle, je suis pas contre les freelances, mais juste j'alerte. Voilà.